Alors, je l'ai dit, deuxième intervention de la matinée. On a parlé packaging déjà hier. Si certains d'entre vous ont assisté à certaines conférences, on en reparle maintenant avec, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Devisme. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Ça marche. Ça va, le micro fonctionne. Ça alors, marche. vous êtes un expert en design packaging et vous êtes, alors je regarde le titre, en charge de la stratégie création pour l'agence M. Qu'est-ce que l'agence M? Alors l'agence M, c'est une agence de création spécialisée en design packaging, adossée à une plateforme de déploiement pour tout ce qui est réalisation technique, d'exécution et de photogravure. Super. Voilà. Et alors, vous allez donc, sujet très important, je le disais, dans le mix produit, évidemment, le packaging, c'est essentiel. Et la question se pose quand on vend à la fois en physique et à la fois en digital, est-ce que les packaging, on doit les adapter? Si oui, où? Qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher? Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire de toucher? Parce que ça a des coûts, tout ça, évidemment. Et qu'est-ce qu'il faut absolument modifier pour que le pack soit aussi efficace dans les rayons des magasins, des supermarchés, que, bien sûr, en ligne. Et c'est ce que Philippe Devisme va vous expliquer avec des règles pratiques. Et donc, quelque chose de pratico-pratique aussi, vraiment, avec des conseils à suivre. Absolument. Donc, c'est à vous. Le Phygital, c'est quoi? C'est la contraction de physique et digital. Donc, en fait, le packaging, il est vendu aussi bien sur des sites marchands que dans des magasins. Et donc, effectivement, on se retrouve avec deux configurations différentes de packaging. Donc, voilà ce qu'on va voir ensemble. Je bois un coup. Ok, donc on va commencer par identifier les différences de perception entre un packaging physique et un packaging digital. Ensuite, on verra comment agir sur les bons leviers pour sa création. Les 12 secrets et les 10 règles d'or pour la création d'un packaging digital. Voilà, contexte, réalité, on en parlera rapidement. Et puis le packaging, interface de communication. Tout ce que je vais dire concerne aussi bien la MDD que les marques nationales. D'accord? Donc, ça fonctionnera de la même façon pour les deux. Je vais plutôt prendre ça. Voilà. Alors, il y a une première chose que je voudrais dire aussi, c'est que le packaging, il doit fonctionner de la même façon dans les deux circuits. Et on ne peut pas opposer, il faut arrêter d'opposer les deux circuits comme on le fait aujourd'hui. En fait, c'est le même consommateur qui achète à la fois sur Internet et en ligne et en magasin. Et c'est le même consommateur qui passe tout simplement d'un commerce à l'autre. Voilà, donc... Alors, donc packaging physique versus packaging digital. On va comparer tout au long de cette présentation les différents types les paramètres qui permettent de créer un bon packaging. Donc la première chose, c'est les trois rôles principaux. Que vous créez un packaging pour vendre en ligne ou en magasin, vous aurez à remplir ces trois fonctions. Donc l'information. Donc le protégé, c'est la matière, ce qui permet d'assurer la logistique. Et vous verrez, je vais en parler un peu plus tard sur le online, ça devient un élément essentiel de la stratégie packaging, les aspects solidité, protection des produits. L'information, quel que soit le circuit digital ou traditionnel, on a la marque, les textes, les visuels, la couleur, la réglementation. Tout ça, c'est à intégrer dans le concept. Et puis, vous aurez aussi l'aspect séduction qui marche de la même façon sur les deux circuits. Toujours pour introduire le sujet, puis après, vous allez voir, on va parcourir le chemin du consommateur. Vous avez 7 fonctions sur un packaging. Que vous soyez en commerce traditionnel ou en online, vous avez les 7 fonctions à remplir. Un packaging doit conserver le produit. Il doit permettre de le distribuer donc, de manière logistique. Il y a 5 fonctions marketing qui sont à remplir. La première, c'est l'alerte. L'alerte, vous verrez, c'est ce qu'on appelle l'alerte identitaire d'un produit. L'attribution à une catégorie, l'information, le positionnement et la notion de service qui est aussi très importante pour, bien sûr, la fonction packaging. Donc, quel que soit le circuit, pour l'instant, il n'y a pas de différence entre les deux types de packaging. Il y a 6 incontournables pour réaliser un bon packaging. Et là aussi, quel que soit le circuit, nous avons à remplir les mêmes fonctions, enfin les mêmes objectifs. Le premier étant d'abord de se rappeler que le dernier vecteur au moment de l'acte d'achat, vous allez le voir juste après, c'est le packaging. C'est-à-dire quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de vendeur, il n'y a plus de publicité. La seule chose qui reste, c'est l'image du produit ou le packaging lui-même. Le packaging va avoir aussi pour ambition de respecter et de renforcer la personnalité de la marque.
Voilà. Ensuite, d'exprimer la valeur du contenu et du positionnement. Je dois dire là-dessus, pour m'arrêter très rapidement, qu'il est indispensable de respecter la vérité produit, de respecter le consommateur et de ne pas raconter d'histoire, puisque le plus difficile pour un packaging, ce n'est pas d'être acheté une fois, c'est de permettre la fidélisation du consommateur. Donc véhiculer des images et des émotions, les bénéfices produits, c'est 6 incontournables. Et alors je termine par le plus important pour moi, vous allez aussi comprendre pourquoi après, c'est la mémorisation. La mémorisation d'un packaging, c'est ce qui permet de le réacheter. Quand vous avez la petite mamie qui va à la pharmacie, qui dit à son pharmacien, vous savez, c'est la boîte blanche avec les ronds rouges. C'est essentiel en stratégie packaging, la mémorisation. Donc, et ça fonctionnera de la même manière. Alors, on va rentrer dans le dur, on va faire le parcours du consommateur et on va identifier comment le consommateur voit les choses. Alors, le consommateur, d'abord, il peut acheter, on l'a vu tout à l'heure, hein, 82% des gens achètent encore dans les circuits traditionnels. Le consommateur, il peut acheter en magasin et le même consommateur peut acheter en ligne. Et simplement, le parcours d'achat va être différent. Donc, ce que je vais vous proposer de faire ensemble, c'est de faire le parcours d'achat sous l'œil de la création d'un packaging. Quelle fonction doit remplir d'un point de vue créatif et comment le consommateur va rentrer en relation avec ce packaging. Il y a un préambule avec un peu de texte, ça fait un peu peur, mais en fait, vous allez voir, c'est assez clair. Vous avez 2 images. Voilà la vision globale que nous avons du packaging à gauche. Et puis la vision globale du packaging à droite quand on est sur un site internet. Dans les 2 cas, on ne voit rien. Dans les 2 cas, la première impression est une impression de fouillis et on n'est pas, la visibilité produit reste très compliquée à obtenir. Alors, si on compare de manière chiffrée, dans un hypermarché moyen, il y a 45 000 produits. Et sur un site marchand, on est quand même entre 35 et 50 000 produits. Donc on peut dire qu'on est dans un contexte d'achat quasiment identique. La différence, c'est que, hors délai d'attente en caisse, le consommateur va passer en moyenne 20 minutes dans un hypermarché, alors qu'il passera que 7 minutes en comptant le temps de paiement sur un site en ligne. Donc ça va très très vite. Alors on trouvait que c'était compliqué la grande distribution, parce qu'en 20 minutes, l'œil ne peut pas percevoir plus de 5000 produits dans un hypermarché. Ça fait 250 sollicitations à la minute, des temps de décision de quelques secondes à quelques minutes suivant les produits. Vous imaginez à quel point l'accélération s'est produite en ligne et ça devient beaucoup plus difficile en réalité de faire ses achats pour remplir correctement son panier, sachant que le panier moyen est de l'ordre de 30 produits. Voilà pourquoi le packaging en online va devoir être nettement plus performant qu'un contexte qui était déjà difficile. Alors, quelle est la première chose que voit le consommateur quand il se déplace dans un hypermarché ou quand il se déplace sur un site? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, vous allez avoir la réponse. La première chose que voit le consommateur, c'est la couleur. Et vous voyez que qu'on regarde un magasin ou un site, on voit la même chose. La couleur, elle est visible à 10 mètres en magasin, donc d'assez loin, et elle est visible à 30 cm en online. Mais dans tous les cas, elle fonctionne pareil. La première chose qui va me rassurer sur le produit que je m'apprête à acheter, c'est la couleur. Alors la couleur, elle remplit plusieurs fonctions en création packaging. La première fonction, c'est bien sûr d'identifier une marque. Une marque qui peut avoir un code couleur identitaire puissant. C'est une marque qui aura indéniablement un avantage en ligne, puisque l'acte d'achat étant plus rapide. Et vous voyez ici des exemples de packaging avec leur représentation en ligne, et on voit l'intérêt de cette identité colorielle. La couleur permet aussi d'identifier une catégorie. Ici, je comprends que c'est du cola. Il n'y a pas besoin qu'il soit marqué Coca ou c'est du cola. Je comprends que c'est de l'eau plate. Je comprends que c'est de l'eau gazeuse, de l'huile. Et j'arrive même à comprendre par la couleur que c'est un yaourt à la grecque. Et là, on pourrait en discuter bien sûr plus en détail, mais c'est intéressant de voir que le consommateur, lui, ce qu'il va voir, c'est il va comprendre en fait l'offre à travers ses codes couleurs. La couleur, elle va aussi permettre de segmenter une catégorie de produits. C'est-à-dire que je veux acheter du lait, tout le monde dans la salle a une idée du packaging, la couleur du packaging de lait qu'il achète. Voilà. En l'occurrence, la plus grande vente, c'est le bleu qui est le demi-écrémé. Voilà. Le rouge, le lait entier, le vert, l'écrémé.
Et vous avez la même chose sur le café, puisque vous avez le bleu qui est le Deca, le rouge, le Robusta, le noir, l'Arabica. Les consommateurs savent ça implicitement, c'est clair, ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle. Ils peuvent donc acheter très vite. Et vous comprenez bien que tout ce qu'on est en train de se dire, c'est pour que l'acte d'achat soit le plus rapide possible, le plus simple possible, et je mets une parenthèse pour bien préciser, le plus honnête possible, parce que tromper le consommateur ne présente aucun intérêt sur le long terme. La couleur permet aussi de segmenter cette fois-ci l'offre d'une marque. Alors ici, vous avez un exemple de segmentation, qu'on soit en ligne ou en magasin. Le seul intérêt ici, c'est pas d'expliquer par la couleur le produit, c'est simplement d'alerter le consommateur sur le fait qu'il y a une différence entre les différents produits. Et quelle est cette différence? Eh bien, la couleur alerte, mais l'image et le texte vont conforter ou préciser cette différence. La deuxième chose que va voir le consommateur, à 4 mètres, donc beaucoup plus tard, il avance, à 4 mètres, il va découvrir la forme du produit. Et à 30 cm, il découvrira de la même manière, exactement la même chose sur un site. Donc, vous voyez ici l'exemple de Dove, où en fait, là, bien sûr, on a une forme qui est ce que j'appellerais iconique. Il y a beaucoup de packaging qui ont des formes iconiques. Voilà, j'en prends un autre au hasard. Donc, c'est très important de travailler cet aspect du design packaging et de jamais lâcher pour imposer en fait des codes. À tel point que quand on modifie la forme d'un packaging, le consommateur ne reconnaît plus le produit et on ralentit l'acte d'achat. Et si on ralentit l'acte d'achat, on perd des ventes. Et ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'il ait la chance de découvrir votre produit. Je ne pense pas avoir besoin de vous demander quelles sont les marques qui se cachent derrière ces images. C'est l'intérêt de développer des formes. Plus on est capable d'imposer des formes qui se mémorisent, eh bien plus on pourra permettre aux consommateurs de découvrir plus rapidement les produits et de les mémoriser. La forme, elle est essentielle. C'est-à-dire que la bouteille d'Orangina, vous pouvez enlever l'étiquette, vous pouvez enlever la couleur. Le canard WC, c'est la même chose. Quand Canard WC a lancé cette nouvelle forme, il a multiplié par 10 sa part de marché mondial. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a réussi à créer une forme iconique qui donne un message presque de poésie sur un produit qui n'en est pas vraiment très près. Et puis, d'autre part, qui rend service au consommateur avec un système d'utilisation de nettoyage pratique. Donc, quand on est capable de remplir toutes ces conditions, on devient iconique et on fait du business. La forme, elle permet aussi d'identifier une catégorie. Si vous voyez une bouteille bleutée, on a vu que la couleur, c'est la première chose qui était vue. Mais vous voyez ensuite que cette bouteille, elle a des lignes. Eh bien, on comprend, par la forme, on a une nouvelle confirmation qu'il s'agit bien d'eau plate, par opposition à une bouteille lisse qui, elle, nous laisse bien clairement penser que c'est de l'eau gazeuse. Donc, les formes permettent aussi de dire les catégories. La troisième chose que va voir le consommateur, que ce soit en magasin ou en ligne, c'est la marque. Donc la marque, seulement à 1 mètre. Vous voyez que la marque arrive très très vite, ce qui explique qu'on ait pu parfois acheter des produits, et ça nous est arrivé à tous, à la place d'un autre, et d'arriver à la maison et de se dire, tiens, c'était pas, je croyais avoir acheté du Coca, j'ai acheté du cola, je ne sais pas de qui. C'est une erreur, en fait, tout simplement parce que les consommateurs ne lisent pas les marques, ils ne font que les reconnaître. Ce qui explique aussi qu'on peut modifier un logo et que finalement on croit toujours lire Coca ou Nike, mais en réalité on a bien modifié les textes. Donc vous voyez à quel point la marque arrive tard, que ce soit en ligne ou en magasin, et vous voyez à quel point elle est faiblement lisible. Heureusement qu'elle a une identité visuelle forte, si c'est le cas, parce que sinon elle ne serait absolument pas vue par le consommateur. Il faut savoir aussi que la marque, elle est essentielle. Les distributeurs le savent, et qu'ils soient online ou en magasin classique, 30% des consommateurs changent de site ou de magasin s'ils ne trouvent pas leur marque préférée. Donc d'où l'intérêt de se battre pour imposer des marques qui permettent de créer du lien, bien sûr, avec les consommateurs. Ensuite, quand on est face au produit, quand on va cliquer sur le produit d'un côté ou le prendre dans la main de l'autre, eh bien on va découvrir la promesse. Alors la promesse, c'est le bénéfice, c'est pourquoi j'achèterais ce produit plutôt que le produit concurrent.
eh bien, il y a des bénéfices produits qui doivent être clairement indiqués sur les facings. Ces bénéfices produits évoluent. On est sorti de l'ère du marketing à outrance, et je pense que beaucoup d'intervenants vous en ont parlé avant moi. C'est fini. Aujourd'hui, on doit donner des vérités. Les consommateurs privilégient les messages qui, en fait, défendent les valeurs, qui communiquent, pardon, les valeurs défendues par la marque. Et j'en profite pour dire au passage qu'une marque qui ne défend aucune valeur n'a plus de sens aujourd'hui. Le consommateur a besoin d'engagement, des engagements formels, clairs, et évidemment qui correspondent à ses attentes et à ses aspirations. Les applications, bien sûr, vont permettre de vérifier toutes les qualités du produit. Et alors, ce qui est assez paradoxal, je dois dire que ça a été quelques-unes des grandes révélations que j'ai faites en faisant ce travail, c'est qu'en fait, quand vous êtes en magasin, vous pouvez scanner ou aller sur le site du produit très facilement et regarder, aller avec Yuka ou une autre et puis avoir toutes les informations. Quand vous êtes en ligne, vous ne pouvez pas le faire. En fait, vous ne pouvez pas le faire directement avec l'ordinateur. Il faut repasser par son smartphone, ce qui me semble être une aberration, d'avoir besoin de deux appareils pour faire une action qu'on pourrait faire avec un seul. Et là, je pense qu'il y a vraiment une anomalie. La typographie, c'est quelque chose d'essentiel en création packaging. Elle fonctionne de la même façon. Vous voyez en ligne, si je veux acheter des tortillas au Del Paso, ce sera la même chose qu'en magasin. Elle est essentielle, la typographie. C'est le moteur. C'est ce qui fait qu'un packaging fonctionne et que le consommateur perçoit des valeurs. Donc ça va être l'origine, ça va être l'originalité pour le cas de d'agneau, ça va être l'onctuosité pour une typographie plus onctueuse, etc. La typographie, elle est là pour dire ce que le vendeur ne peut pas dire, puisqu'évidemment le produit est livré à lui-même face à nous. La charte graphique, il n'y a pas de packaging sans charte graphique. Une charte graphique, c'est ce qui permet d'identifier la marque, de la mémoriser, à travers une foultitude de concurrents. Vous avez ici l'exemple de Bon Moment en ligne et Bon Moment en magasin. C'est exactement la même chose. Grâce à la charte graphique, on perçoit parfaitement cette marque qui, de surcroît, je vous le rappelle, sera totalement mémorisable. Juste un autre exemple, une autre marque prise au hasard qui, elle aussi, a fait un beau travail de charte graphique et de mémorisation, bien sûr, potentielle pour le consommateur. L'un des défauts des sites par rapport au magasin, c'est qu'en magasin, on a la chance de pouvoir travailler sur des effets de masse. L'effet de masse, il multiplie la performance d'un packaging. En fait, la masse le rend plus beau, le rend plus efficace, plus impactant, plus mémorisable. Aujourd'hui, en ligne, on a perdu cette notion de masse, je le regrette. J'ai visité à peu près tous les sites marchands pour faire cette étude et malheureusement c'est dommage parce que je pense que les distributeurs online n'ont pas compris l'intérêt d'un effet de masse sur un packaging. Je pense que cette image résume bien. Il y a aussi autre chose qui a été perdue en ligne et qui aujourd'hui est un problème puisque 80% des consommateurs veulent des fenêtres, 80% des consommateurs veulent voir le produit. Là, ils ne verront qu'une image et ils n'ont plus qu'à avoir confiance dans le site pour espérer que cette image soit conforme à ce qu'ils vont recevoir chez eux. Donc la fenêtre, c'est le grand perdant des sites online. Il y a un autre grand perdant des sites par rapport au traditionnel qui est quelque chose d'essentiel en packaging, c'est la matière. La matière, c'est ce qui permet d'avoir une relation tactile avec le produit au moment de l'acte d'achat. J'éteins la lumière, je vous mets une bouteille d'Orangina dans la main. Je ne vous demande même pas de déterminer la forme, simplement de toucher. Probablement que la plupart d'entre nous reconnaîtront la bouteille d'Orangina. Et cette matière devient un élément essentiel de stratégie et de communication pour beaucoup de marques. Malheureusement, aujourd'hui en ligne, on a perdu. Donc en fait, on a perdu un sens. On a gardé le sens de l'image, on a perdu le sens de l'odorat, on a perdu le sens du toucher, on a perdu le sens de la fenêtre. On perd énormément de choses, mais vous allez voir que les sites gagnent aussi énormément de choses, évidemment, sinon ça ne marcherait pas. Alors, concrètement, je vais cliquer sur un produit. Voilà, et voilà ce qui se passe. Donc, on a vu tout à l'heure le produit Bjorg. Enfin, je ne sais pas si on a vu cette image d'ailleurs. Donc, je clique sur un produit et là, je me heurte à un premier problème. Le premier problème qu'on a tous probablement aussi connu, c'est le problème de taille, de proportion.
on achète une bouteille, malheureusement, ce n'est pas la grande ou la petite, c'est pas le bon format. Donc en ligne, on a une difficulté à identifier le format du packaging. Amazon est le seul à y avoir pensé, mais encore une fois, on n'est pas leader mondial par hasard. Il est le seul à avoir imaginé la silhouette et les dimensions qui permettent de situer à peu près les proportions du produit. Donc si je dois acheter une petite bouteille ou une grande bouteille, je vais le voir assez facilement. Voilà, donc, et c'est très déceptif pour un consommateur de se tromper de taille sur l'achat d'un produit. La gestuelle, c'est quelque chose qui arrive après l'acte d'achat. Normalement, j'aurais pu m'abstenir de mettre cette image, mais j'ai voulu la mettre parce que la gestuelle fait partie intégrante du packaging. La manière d'ouvrir, de fermer, la relation qu'on a à la maison avec le produit va créer du lien. Et donc aujourd'hui, on peut dire que la distribution physique et la distribution online sont encore à égalité, totalement à égalité sur ce point. Les textes, alors là, ça commence à être assez catastrophique. Alors c'est catastrophique en ligne, c'est totalement illisible. Alors vous voyez ici l'exemple du facing de Björk qui est totalement illisible. Et encore, rappelez-vous, il y a une première ouverture de page. Si je veux acheter du lait d'amande, je vais avoir 20 ou 30 ou 40 images de lait d'amande totalement invisibles. Je vais cliquer sur ce produit, voilà l'image que j'aurai. Elle est à peine plus visible. Donc on a un vrai problème de clarification, ce qui n'est pas le cas en magasin, puisqu'on est face au produit, il est dans sa taille réelle, donc on arrive à mieux percevoir les détails. Donc, sur un site, on va devoir indiquer l'ensemble des informations forcément illisibles sur le facing, et puis aussi, bien sûr, on va pouvoir communiquer sur d'autres informations. Donc, pourquoi pas un facing moins encombré? Je reviendrai sur ce point juste après. Et vous verrez qu'il y a là une solution intéressante à suivre. Les textes des dos et des côtés, c'est pire. Pour avoir accès aux valeurs nutritionnelles ou à d'autres informations, c'est très compliqué. Vous voyez que chez Amazon, qui est l'un des bons, mais ce n'est pas le meilleur, au risque de surprendre tout le monde, le meilleur pour moi, c'est Leclerc. Ils ont un site marchand qui est incroyable, où en fait on arrive à faire tourner les images, à s'arrêter sur les faces, à zoomer dans des effets 3D. Je vous engage à aller visiter le site Leclerc, il est superbement bien fait. Amazon, qui est pour moi le deuxième en performance là-dessus, vous voyez sur le côté des petites images, vous cliquez et apparaissent les différentes phases du packaging. Voilà. Je dois dire que c'est à peine mieux en réel. Vous prenez un packaging en magasin, c'est à peine plus lisible. Là, le site peut prendre un avantage considérable, il ne l'a pas encore pris. Donc je pense que ça ne devrait pas tarder, mais on devrait avoir des effets de zoom beaucoup plus puissants, avec une meilleure définition. C'est assez lamentable, ce sont de mauvaises photos en général des côtés. C'est vraiment pas terrible. Le site a un autre avantage que n'a pas le magasin, c'est sur un site, si j'achète un produit à l'orange, immédiatement, le site va pouvoir me suggérer d'autres parfums. En magasin, je ne vais pas forcément aller les chercher, surtout si les produits sont implantés par parfum. Je voulais acheter du jus d'orange, j'ai acheté du jus d'orange, je passe à un autre produit. Je ne vais pas forcément me déplacer pour aller voir les jus d'abricot, les jus de banane. Là, le site, il va me pousser à découvrir de nouvelles variétés, des nouveaux goûts, et donc pourquoi pas. En tout cas, c'est un avantage. Alors, cette slide est un peu barbare aussi, mais je vais essayer de la résumer. Il y a des obligations légales en ligne aujourd'hui qu'il faut absolument respecter si vous vendez vos produits. La dénomination produit, la quantité nette et le PVC, le prix TTC doivent apparaître à côté du produit. La liste des ingrédients et tout ce qui peut provoquer des allergies, etc. doit apparaître aussi, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des sites. La quantité ou les catégories d'ingrédients doivent apparaître, ça c'est le cas, mais c'est vraiment la base du légal. Le pays d'origine, le lieu de provenance, et puis bien sûr la photo du produit qu'on a dit illisible et sur laquelle on va travailler dans quelques instants. Vous faites attention, la réglementation est complexe. Je vous ai mis ici quelques informations sur des messages complémentaires en fonction des catégories de produits. Et vous faites aussi attention, c'est que la réglementation n'est pas encore figée sur ces questions. Donc soyez attentifs, vous pouvez vite vous trouver hors la loi. En tout cas, les règles bougent très vite.
La modélisation 3D, il n'y a qu'un seul site marchand qui le fait, c'est Leclerc, et avec une belle modélisation 3D qui tourne et qui est vraiment superbe. Je dois dire que là, c'est assez facile à partir des documents techniques d'exécution de modéliser un packaging avant même qu'il soit fabriqué. Aujourd'hui, en fait, on n'a aucune difficulté, donc je vous engage sur tous les sites sur lesquels vous allez vendre vos produits ou tous ceux qui développent des sites marchands de développer cette fonction qui est le parent pauvre des sites. C'est incroyable, on est à une ère ultra technologique. Quelque chose de simple, finalement, est absent de la plupart des sites. Alors, là, on va regarder comment faire pour simplifier un packaging digital par rapport au packaging physique. Alors on a un avantage, c'est que le packaging digital, il n'existe pas réellement, c'est une image. Donc cette image, on va pouvoir travailler dessus et on va pouvoir la modifier. Donc vous avez ici un exemple sur un produit Bjorg. Vous avez à gauche le produit tel qu'il existe aujourd'hui sur les sites ou en magasin. Et vous avez au centre tout un tas de petites flèches rouges qui sont l'ensemble des éléments qu'on a effacés, qu'on a modifiés. L'idée, c'est de nettoyer ce facing pour arriver à la dernière image, qui est évidemment toujours le même produit, mais en enlevant tout ce qui est illisible, de manière à permettre aux consommateurs de mieux comprendre l'offre. Évidemment que tout ce qui va être supprimé doit être fermement écrit à côté. Et il ne s'agit pas de tromper le consommateur, il ne s'agit pas non plus de sublimer le produit pour le sublimer, il s'agit simplement de donner une image qui est juste un peu d'intérêt à être regardée. Et encore là, j'ai pris une brique de lait, vous avez des packagings plus petits où c'est encore pire. Donc si on regarde en fait cette image, voilà le packaging aujourd'hui tel qu'il est dans les magasins et voilà la version en ligne. Donc vous voyez qu'entre les deux, on a grossi les textes lait d'amande, calcium, on a grossi le visuel produit et on a nettoyé tous les petits textes totalement illisibles qui ne servent à rien d'autre que polluer le facing de manière à avoir en fait une belle image. Alors attention, je voudrais donc m'arrêter sur ce point pour vous dire que la réglementation aujourd'hui n'est pas figée, ça ne devrait pas tarder à être légiféré, ce genre de choses risque d'être interdite. Mais ce n'est pas sûr, puisque la démarche étant une démarche de clarification de l'offre, peut-être bien que ça passera, mais attention à ce que vous allez faire, et en tout cas, quoi que vous fassiez en attendant que la législation passe, faites-le honnêtement, avec l'intégrité qu'on doit à chacun des consommateurs. Il y a déjà des initiatives qui ont été menées. Vous avez ici l'exemple d'optimisation du facing de McCann, où vous avez en haut le facing magasin, et en bas, vous avez le facing online. Même chose pour Pédigré. Alors, vous voyez, Pédigré, on imagine qu'il y avait des contraintes techniques pour ne pas imprimer le haut du sac. On n'a plus cette contrainte technique en online, donc on peut profiter de toute la surface pour communiquer, pour supprimer tous les textes illisibles, et ça permet d'avoir une belle représentation du produit sur le site. Il existe deux formats internationaux dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le GS1 et donc le Hero Image. C'est quelque chose qui représente un petit peu le même travail que je viens de vous présenter, mais normé, suivant des normes internationales. Si vous êtes amené à faire ce type de clarification, de nettoyage de vos facings, allez voir la norme GS1 et la norme Hero Image. Je ne vais pas vous en parler plus parce que ce sont des sujets assez vastes, mais d'après leurs études, l'intention d'achat, quand un facing est nettoyé par rapport à un facing de base, l'intention d'achat en ligne est de 20 à 35% supérieure à celle d'un packaging en version physique. Donc ça vaut vraiment la peine, avec une augmentation des ventes derrière assez tangible, puisqu'on parle de 4 à 14%. Évidemment, ça varie suivant les catégories. Donc voilà, donc je pense que c'est important de passer par cette étape de nettoyage et de clarification. Alors, pour être extrêmement concret, je vais vous donner maintenant les règles d'or pour la création d'un packaging digital. Donc, d'abord 12 secrets, et après je vous donnerai les 10 règles graphiques à respecter. 12 secrets principaux. Le premier, c'est de bien remplir les 7 fonctions techniques et marketing que je vous ai présentées en début de cette présentation, puisqu'un packaging qui serait faible sur l'un de ces points n'a pas de raison d'exister, il n'ira pas au-delà. L'emballage avec lequel le client reçoit le produit doit être parfait.
bien protégé, avec la garantie absolue de qualité et de sécurité. C'est un vrai fléau aujourd'hui sur la vente en ligne. Tous les sites, tous les opérateurs travaillent sur cette question. Vous avez Amazon qui vient de recruter 80 ingénieurs emballage, 80, pour mettre au point tous ces problèmes à la fois de réduction des suremballages, ça c'est une très bonne démarche, et puis bien sûr faire en sorte que le produit que nous allons recevoir chez nous soit parfait. La taille des emballages est essentielle et donc ce n'est pas la peine d'en rajouter, il faut qu'elle colle le mieux possible au produit. Réduire le nombre de suremballages, j'ai parlé de la démarche d'Amazon, mais beaucoup de marques sont dans cette démarche et c'est tant mieux. L'emballage doit transmettre la sensation d'un cadeau. Alors, en fait, il faut savoir qu'un packaging d'emballage, il est imprimé. On imprime des choses dessus. Et il faut savoir qu'imprimer un bel emballage et un moche, ça coûte le même prix. C'est pareil. Il y a de l'encre, il faut imprimer, il faut le passer dans une machine, etc. Donc moi, je vous engage à développer cette notion de cadeau, quel que soit le produit que vous vendez. Le suremballage, pas de raison d'être moche. Voilà. Ensuite, la surenchère marketing, c'est fini. C'est vraiment fini. Tous les superlatifs, toutes les exagérations dont on a tous très largement profité, il faut vraiment s'arrêter. On a vraiment changé d'époque. Voilà. Donc les images sublimées aussi. Une marque qui aujourd'hui ne prend pas d'engagements sociétaux ou environnemental est une marque qui est quasiment finie. Les consommateurs veulent du sens et ils veulent du vrai. Ils ne veulent pas du discours marketing. Hein. Il faut des engagements qui soient réels, que ce soit pour la santé, pour la planète, pour l'éducation, peu importe. Revenir au local. Revenir au local, c'est devenu aussi essentiel. C'est un peu un paradoxe à l'ère de la mondialisation. Le local compte beaucoup et donc pensez à communiquer sur vos valeurs locales. Si vous avez la chance d'avoir des racines régionales, c'est très important d'en parler. Pensez à la relation produit après l'acte d'achat. Ce n'est pas parce qu'on vend en ligne qu'on veut faire un packaging écologique. C'est super. Alors on passe d'une boîte en plastique, si vous avez vu l'exemple de Nesquik récemment, à un sac en papier qui coûte 10 fois moins cher, qui rend 10 fois moins service au consommateur et qui, évidemment, va polluer 10 fois moins. Mais la question, c'est où on met le curseur entre les attentes et les besoins du consommateur et l'ensemble des paramètres que je viens d'évoquer. Pensez à la notion de réutilisable. Le packaging réutilisable est une belle tendance sur laquelle il y a aussi de belles opportunités créatives. Et n'opposez pas les deux circuits. Complétez, ça n'a pas de sens de les opposer. Faites attention, les internautes publient leurs commentaires, évidemment on le fait tous, donc, et ça coûte très cher. Les marques qui ne sont pas respectueuses, qui mentent, qui ne respectent pas leurs engagements, elles sont mort-nées quasiment. Hein. Voilà, et donc les 10 règles graphiques pour un bon packaging digital, hein, c'est extrêmement concret. Là, vous pouvez prendre un crayon, un papier, imaginer. La première chose, c'est d'avoir une charte graphique. Donc un packaging sans charte graphique, excusez-moi, n'existe pas. Ce n'est pas un packaging. Donc, une charte graphique, c'est ce qui reste en mémorisation dans l'esprit des gens une fois qu'ils ont acheté le produit. Pensez à donner une idée des rapports de proportion. Il y a un seul site qui le fait, c'est Amazon, pour éviter de se tromper de taille d'emballage. Pensez à donner la possibilité de zoomer tous les textes de l'emballage, tous les détails. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu le parent pauvre des sites. Forcément, on a pris des packaging, on a fait des mauvaises photos, on les a collés dans des sites et puis on espère que ça va le faire. Le consommateur a le droit à un peu plus d'égard et de considération. Simplifier, réorganiser les facings par rapport au physique. En digital, on a cette opportunité encore aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps, mais profitez-en. Ça peut aider quand même à rendre vos produits plus beaux. Mise à jour des photos des produits. Quand j'ai pris l'exemple Bjorg, je les cite, c'est quand même une belle marque, une marque de référence pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, mais il n'empêche que quand j'ai ouvert les sites, sur les différents sites, il n'y avait pas la même photo du packaging lait d'amande Bjorg. Il y avait l'ancienne génération, la nouvelle génération. Alors, ce n'est pas excusable aujourd'hui, si vous voulez, à l'ère digitale où tout va très vite, de ne pas changer une image en temps réel. Donc voilà, l'image de la marque, pour moi, est abîmée à cause de ça. Justifier bien sûr l'acte d'achat par de véritables bénéfices produits. On a dit on arrête le baratin, on fait des vrais messages. La version 3D animée, là aussi un site qui ne l'aurait pas n'a pas d'intérêt.
Tous les textes présents à côté du facing doivent être clairement identifiés, reprendre ce qui est écrit sur l'emballage à l'identique, et on peut ensuite développer si on le veut, mais on fait pas moins, on fait mieux, ce qui n'est encore pas le cas. Voilà. Et puis alors, un autre truc incroyable, c'est quand je suis en magasin, bah, je prends mon smartphone, je scanne un QR code ou éventuellement, avec d'autres systèmes de puces, je peux rentrer dans le produit, avoir des idées recettes, avoir des informations sur la marque, sur ses valeurs. Eh bien, quand on achète en ligne, on ne peut pas le faire. Alors, on peut le faire si on sort du site marchand, qu'on va sur le site de la marque. C'est un parcours du combattant. Pourquoi, aujourd'hui, quand on est en magasin, on peut scanner un produit et rentrer en relation avec le produit? Pourquoi, quand on est sur un site, on ne peut pas le faire? Je pense que là aussi, les sites ont matière à évoluer. Voilà. Et puis, personnaliser les packaging. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère du digital aussi, du digital printing. Jusqu'à présent, on fabriquait des millions de packaging pour un seul et même consommateur. Aujourd'hui, on peut fabriquer des millions de packaging pour des millions de consommateurs. Donc, pensez bien à la personnalisation. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour ne pas la faire. Voilà. Donc, c'est terminé. Merci. Super. Merci beaucoup, Philippe. Donc merci pour cette démarche pas à pas. C'était vraiment très pratique, pas à pas. On s'approchait du rayon et de la vignette. Alors c'est vrai que le mot en dit long. Hein. Sur Internet, on parle d'une vignette produit. Donc oui, forcément, c'est petit. Ouais. Et vous parliez effectivement du merchandising et donc de l'avantage de pouvoir construire des murs de packaging en magasin, ce qu'on peut plus faire, ce qu'on ne fait pas en tout cas aujourd'hui sur les sites. Donc vraiment cette démarche pas à pas très pratique et toutes ces règles très intéressantes effectivement pour la création de packaging en physique et en digital. Voilà, on a vu la couleur, la forme, la marque, et puis les textes qui sont en définitive sur les produits. Et on voit qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses quand même sur Internet déjà aujourd'hui pour rendre les packaging plus clairs, plus lisibles et nettoyés, etc. Donc c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, avez-vous des questions pour Philippe de Visme? Oui, monsieur, on va vous faire passer un micro. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. La notion de choix du consommateur vers un emballage recyclable ou réutilisable est-il mesurable aujourd'hui dans le choix du consommateur? Alors, en fait, je vais vous dire quelque chose que je n'aimerais pas vous dire, mais je vais quand même vous le dire parce que c'est la vérité. Quand on demande aux consommateurs, à chacun d'entre nous, est-ce que l'environnement c'est important par rapport à l'emballage, 95% des gens vont dire oui, évidemment, évidemment. Quand on regarde en termes de conséquences d'achat, en fait, entre le déclaratif et le comportemental, il y a un énorme fossé. Alors, je le regrette, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je ne veux pas polluer avec l'emballage, mais je peux acheter une boîte de Nesquik en plastique sans aucune arrière-pensée. Donc, le problème est le décalage. Donc, ça va se corriger, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience mondiale. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, l'écologie fait du bien à la marque, mais ne fait pas vendre. Mais c'est juste temporaire. Je pense que ce que je vous dis là sera peut-être plus valable l'année prochaine, au prochain MED. Merci. Donc rendez-vous dans un an pour vérifier si ça a évolué à la bonne vitesse. Madame. Du coup, un peu dans la même veine, on parle beaucoup de sens, d'histoire, de storytelling. Comment justement on peut jouer ça au niveau du packaging sur le digital? Alors déjà, vous avez vu que les grandes conclusions pour moi de cette présentation, c'est qu'il n'y a pas tant de différence que ça et qu'en fait, c'est bien le même packaging qui va évoluer sur les deux circuits. Simplement, on a la chance en digital de pouvoir le retravailler un petit peu, le faire évoluer. Donc en réalité, c'est la même marque qui parle. Donc ce dont vous parlez, c'est l'ADN, cette fameuse ADN des marques. Et donc le problème, c'est qu'on dit toujours en communication, la meilleure façon d'être entendu, c'est d'avoir quelque chose à dire. Et il y a beaucoup de marques qui n'ont rien à dire. Donc en fait, c'est le premier prérequis. Donc voilà. Donc si une marque a quelque chose à dire, elle sera entendue, quel que soit le circuit, quel que soit le packaging. Regardez, Michel et Augustin, fut un temps, ils sont arrivés avec une belle histoire, avec du fond et de la forme. Et tout le monde les a entendus. Et il y a plein de marques. Je vous engage à aller voir Fils de Pomme, juste derrière le mur, là-bas. Vous allez voir, par exemple, une marque qui a quelque chose à dire et qui est entendue, puisque les médias en parlent naturellement. Donc, faut du fond. Voilà. Une autre question,
Et vous montriez l'intérêt de la charte graphique Bonne Maman, évidemment, la nappe à carreaux, tout le monde l'a en tête, c'est une évidence. Bon, voilà, les polices de caractère de Coca-Cola avec l'essai, avec des boucles, tout le monde a ça dans la tête, c'est clair et net, mondialement. Une autre question pour Philippe de Visme. Non, sur ces règles pratiques, effectivement, les 12 règles d'or et puis voilà, et les 10 règles d'or, pardon, graphiques. Oui, une petite question. Face à l'explosion voilà, de l'e-commerce, du drive, bon, on voit des produits qui existent. Voilà, c'est le thème du digital, en fait, le physique et le digital. Mais qu'en est-il des produits qui ne seront que digitaux, finalement, qu'on ne trouvera pas en rayon? Voilà, tout le monde n'a pas forcément accès à la grande distribution. Donc, voilà, Amazon peut très bien proposer des produits qui soient exclusivement vendus en ligne. Est-ce que là, il y a une stratégie particulière pour ces produits exclusivement online? C'est une drôle de question parce que je n'y ai pas réfléchi. Je pense que non. Enfin, pour moi, la création d'un packaging, en fait, son circuit de distribution importe peu. Pouvait être vendu dans des circuits ultra traditionnels, des petites épiceries, des magasins bio, dans des petites régions ou sur des sites internationaux. La problématique est la même. Il faut protéger le produit, il faut informer le consommateur, il faut communiquer. Donc je pense que c'est la même problématique. Mais par contre, je parierais bien volontiers qu'il y a un produit qui serait lancé que en ligne et qui aurait un grand succès. Assez rapidement, on le retrouverait dans les commerces traditionnels. Hein. Donc peut-être ce serait original de voir cette démarche, parce que jusqu'à présent, c'est plutôt le contraire. Hein. Mais... Oui, une sorte de pure player qui se mettrait au physique, comme ça s'est produit avec les enseignes, Amazon qui ouvre des magasins ou qui rachetait des enseignes. Absolument, voilà. Ou Booking.com qui crée des hôtels, enfin c'est incroyable. Quoi. Les pure players passent au physique quand ça fonctionne, c'est vrai. Alors c'est vrai que la règle que vous avez quand même définie et qui me semble évidente, c'est la lisibilité du produit. Donc un produit qui ne serait que en ligne, de toute façon il faut qu'il travaille sa lisibilité. Oui. Donc pas trop de détails, pas trop chargés, des détails plutôt assez gros, des zooms, etc. Bon, donc c'est une règle qui de toute façon me semble bon sens. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous voulez, on remercie encore Philippe de Visme. Merci beaucoup. Merci. Et si vous voulez poursuivre l'échange avec Philippe, il va se rendre donc dans l'espace expert juste à côté, voilà, pour poursuivre avec vous l'échange. On se retrouve dans moins de 5 minutes pour une séquence de présentation de pitch de start-up. Donc 6 start-up qui vont se présenter à vous. La Marmite de Lanig, Carré Léon, iShake, Enjoyed, Marchand de Perles et Pleurettes. Voilà, donc on retrouve dans moins de 5 minutes. Merci.